Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. Elle est maman et reporter, journaliste aussi. Elle a réalisé son rêve de petite fille en partant couvrir des reportages dans le monde entier, notamment dans les villes les plus dangereuses du monde. Elle s'appelle Camille Courcy et elle est notre influenceuse du jour. Et puis l'idée derrière la tech, Alexandre Azria est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On parlera des journaux qui désertent la plateforme X et qu'est-ce que cela signifie. Merci beaucoup. On en parle effectivement avec vous dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Comment sensibiliser les jeunes aux opportunités professionnelles d'un secteur en pleine expansion, celui du numérique, un secteur qui souffre pourtant d'un vrai manque de talent. Voilà une question qui est au cœur de la semaine du numérique et des sciences informatiques qui revient pour sa deuxième édition dans quelques jours. À travers la France, des événements gratuits vont être organisés pour encourager les jeunes à découvrir justement la diversité des métiers du numérique, à casser les stéréotypes, c'est important aussi, et à faire émerger bien sûr, c'est ce qu'on leur souhaite, de nouvelles vocations. Alors pourquoi est-il aujourd'hui crucial d'attirer davantage de jeunes vers des carrières d'avenir et quels sont les leviers surtout pour y parvenir? On en parle avec notre invité Rémi Ferrand. Bonjour Rémi. Bonjour. Soyez bienvenue encore une fois sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le délégué général de Talents du numérique et on en parle avec vous dans un instant, juste après le focus. Jeune reporter, elle couvre l'actualité dans une immersion totale. Camille Courcy partage sa vision du journalisme de terrain à travers des reportages engagés. Un engagement sans concession aux quatre coins du globe pour couvrir des événements à risque, vous allez le voir. Elle est notre influenceuse du jour, signée aujourd'hui Dylan Kohler. 1, 2, 1, 2. C'est bon, je crois. On va pouvoir commencer. Elle représente une nouvelle vague de journalistes. Son nom, Camille Courcy. À 33 ans, cette reporter française a déjà parcouru beaucoup de chemins. Diplômée de l'école de journalisme de Cannes, Camille a rapidement compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais bien sur le terrain, là où l'histoire s'écrit. Son parcours débute sur les chaînes d'information en continu, mais l'appel de l'aventure est plus fort que tout. En 2021, elle prend une décision audacieuse, devenir reporter indépendante. Un choix qui va la propulser au cœur des zones les plus sensibles de notre planète. Sa spécialité, les reportages en immersion. Elle ne se contente pas d'effleurer la surface, elle plonge au cœur de ces sujets. Qu'il s'agisse d'explorer les tensions entre différentes jeunesses israéliennes ou de suivre le quotidien périlleux des démineurs en Irak, Camille va toujours au-delà des apparences. Partir au Bénin, donc en Afrique subsaharienne, à 18-19 ans seule, c'était vraiment la grande aventure. Et donc là, vraiment, en fait, c'était incroyable parce que j'ai dû apprendre à faire du journalisme à l'ancienne, comme dans les années 80. Donc il fallait se faire des contacts dans toutes les sphères de la société, dans les commissariats de police, dans des ministères, parmi la population, pour qu'on vous prévienne s'il se passe quelque chose dans un quartier, pour être réactif. Je pense que c'est la meilleure école d'apprendre à travailler comme ça. Armée de sa caméra, elle donne la parole à ceux que l'on n'entend que trop rarement. Jeunes Iraniens en quête de liberté, communautés marginalisées, victimes de conflits, elle leur offre une plateforme pour partager leurs histoires, leurs espoirs et leurs craintes. Mais ne vous y trompez pas, Camille n'est pas une tête brûlée. Chaque reportage est minutieusement préparé. Recherche approfondie, contacts locaux, apprentissage express des langues, rien n'est laissé au hasard. Et son travail ne passe pas inaperçu. Mais sa plus grande récompense reste sans doute les près de 128 000 abonnés qui suivent ses aventures sur sa chaîne YouTube, Camille Reporter. Elle incarne un journalisme de terrain, plus humain, qui replace l'individu au cœur de l'information. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne cesse d'en séduire plus d'un. Une promesse d'authenticité et de courage qui guidera peut-être quelques jeunes vers ce métier passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Allez, autre chose maintenant. Le monde du numérique est en perpétuelle évolution et avec lui, les opportunités professionnelles se multiplient. Pourtant, de nombreux jeunes hésitent encore à s'orienter vers ces métiers, souvent perçus comme trop techniques ou réservés à une certaine élite. Alors justement, du 2 au 7 décembre prochain, la semaine du numérique et des sciences informatiques entend renverser cette idée reçue et cette tendance. Et on en parle tout de suite dans la première partie du talk.
Et justement, à nos côtés pour en parler aujourd'hui, Rémi Ferrand, je rappelle que vous êtes délégué général de Talents du numérique. On l'a dit, la semaine du numérique et des sciences informatiques va bientôt se dérouler pour la deuxième fois, du 2 au 7 décembre 2024, partout en France. Et c'est un événement qui est piloté justement par Talents du numérique que vous représentez, qui vise, on l'a dit, à faire connaître les métiers de ce secteur, les faire connaître aux jeunes, à susciter bien sûr des vocations. Quels sont les principaux objectifs de cette nouvelle édition? On le dit, c'est la deuxième édition de cette semaine. Les objectifs restent les mêmes en fait. C'est comme vous l'avez dit, c'est faire connaître nos métiers, puisque on a fait des études et on sait que nos cibles, à savoir les collégiens et lycéens, mais aussi l'ensemble des prescripteurs, parents et professeurs, ont une vision assez partielle et partiale de ce qu'est les métiers du numérique et comment on fait pour y parvenir. Donc l'idée véritablement dans cette semaine-là, c'est de créer la rencontre entre des professionnels numériques, quels qu'ils soient, donc issus des entreprises, mais issus aussi de l'enseignement supérieur ou des centres de recherche, et de rendre palpable finalement ces métiers, ces fonctions et ces parcours, donc de créer du face-à-face entre les collégiens et lycéens et ces professionnels du numérique, avec l'idée aussi d'avoir une séquence de communication en massifiant les événements sur cette semaine, afin de pouvoir toucher bien au-delà de ces collégiens et lycéens l'ensemble des prescripteurs que je viens de citer, donc les parents, les professeurs et l'ensemble des proches de ces collégiens et lycéens, puisqu'il faut que la petite musique du numérique atteigne tout le monde. La première édition de la Semaine du numérique avait rencontré déjà, et vous étiez venu nous en parler justement l'année dernière, un grand succès. On parle en chiffres de près de 600 événements organisés sur tout le territoire français et 18 000 jeunes touchés. Quels enseignements vous en avez tirés de cette première édition? Qu'est-ce qui va changer par rapport à la première édition? L'enseignement principal, c'est finalement l'émulation aussi qu'il y a eu au sein de l'écosystème du numérique et de voir que ce soit les entreprises, les établissements de formation ou les centres de recherche ont joué le jeu. Ont joué le jeu à cette rencontre, aller sortir aussi de leur quotidien pour aller dans les collèges et les lycées de leur territoire, de leur secteur, et ça c'était une belle chose. Et ce que nous avons retenu aussi, c'est la capacité de créer un mouvement lorsqu'on est tous unifiés. Ça veut dire que, alors évidemment, je suis le délégué général de Talents numérique, mais je représente une dizaine d'organisations représentatives, encore une fois, des entreprises, des établissements de formation, mais également des associations. Je pense aussi à l'association des enseignants et d'enseignants d'informatique de France. Je pense à la Société informatique de France. Je pense aussi à FAMAT numérique, puisqu'on le sait, le sujet de la mixité est un sujet chez nous. On va en parler. Et aussi la capacité de mobiliser 3 ministères, puisqu'on a reçu le soutien de 3 ministères qui montrent aussi que le numérique est à la croisée du monde économique, avec le ministère de l'économie et des finances, le monde de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur et évidemment le ministère de l'Éducation nationale qui est pour nous central. Effectivement. Alors cette semaine, vous l'avez dit, elle a pour ambition aussi de susciter des vocations auprès des jeunes générations, dans un secteur, c'est vrai, qui peine parfois, et on en parle régulièrement sur ce plateau dans l'École du Futur, à attirer de nouveaux talents. La question c'est pourquoi le secteur du numérique aujourd'hui attire-t-il trop peu de jeunes? Aujourd'hui, c'est quand même leur génération. Ils sont nés avec ce numérique entre les mains. Oui, alors ce que nous, on sait, encore une fois, c'est qu'on est globalement méconnu, puisqu'on n'est pas forcément dans le quotidien en termes de profession et de métier. Les jeunes sont des consommateurs du numérique, mais ils ne sont pas forcément acteurs. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, et qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour mettre ma petite pierre à l'édifice, pour justement créer ce monde qui est en train de se développer. Donc il y a une méconnaissance. Et en plus, après, il y a des représentations fausses ou négatives sur ce qu'est le quotidien d'un professionnel du numérique. On a cette image souvent d'un professionnel seul derrière un écran. Alors on le sait, dans l'informatique, on est en mode projet. Donc évidemment, il y a des compétences techniques, mais il faut aussi de la communication, de l'écoute, de la pédagogie, ce qu'on appelle un peu pompeusement des soft skills. Donc c'est ça aussi qu'on veut dire, un peu casser l'image qu'on peut avoir du quotidien d'un professionnel du numérique et montrer la diversité des parcours. On a fait aussi des enquêtes auprès de nos cibles. Alors, ils peuvent citer 1 ou 2 métiers, souvent le métier de développeur. Il y a 80 métiers dans le numérique, donc c'est extrêmement divers. Et chacun, en fonction de son profil, peut trouver sa voie et faire une carrière, et peut-être même plusieurs carrières, puisqu'il y a évidemment des passerelles entre toutes ces fonctions. Oui, et puis j'imagine que 80 métiers, c'est aujourd'hui, mais d'ici quelques mois, d'ici quelques années, il va y en avoir de plus en plus avec... Ce qui est sûr, c'est qu'on est un secteur en croissance et que pour les années à venir, il restera en croissance. En moi, c'est de 4 à 5% pour les prochaines années, c'est un peu les statistiques. Donc, qui dit croissance, dit emploi, dit insertion, dit salaire, dit tout ce que vous voulez, ce qui est aussi un
un élément important dans les choix d'orientation, bien évidemment, l'insertion professionnelle, les salaires d'embauche et ainsi de suite. Alors vous avez Rémi en face de vous, un jeune qui a aussi choisi justement dans le cadre de son orientation la filière du numérique. Alexandre Azria, qu'est-ce qui vous a plu justement? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Ou est-ce que vous aviez quelque part des stéréotypes aussi sur ce domaine-là qui ont vite été déconstruits? Alors moi, si je suis honnête, je n'ai jamais eu ce genre d'événement, en tout cas à mon époque. De base, je devais faire médecine, donc rien à voir. Je me suis orienté vers l'informatique un peu par hasard. Ma chance, c'est que ça m'a plu directement. Et effectivement, il y a beaucoup de métiers que je ne connaissais pas du tout. J'étais comme pas mal de jeunes, je connaissais le métier de développeur assez bien, mais le reste était assez méconnu pour moi. Maintenant, ce qui est vrai, c'était ma question, c'était... Je bosse en tech actuellement, je travaille là-dedans et je remarque que l'IA change notre quotidien d'une certaine manière. J'ai l'impression qu'on est quand même des métiers à risque, même des software engineers, ce genre de gens. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Comment vous pensez que ça va évoluer dans les années à venir? Est-ce que c'est des métiers durables? C'est ça la question. Oui, durable. Alors, je pense qu'il y a des métiers qui vont perdurer. Je pense aux métiers dans le produit, chefferie de projet, ce genre de choses. Mais des métiers où on actionne du code, où on fait du code, j'ai l'impression qu'il va y avoir des changements assez radicaux. Il va y avoir des changements radicaux, il ne faut pas se le cacher. Alors, j'ai justement fait animer une table ronde récemment sur l'impact de l'IA sur le métier de développeur. Et les personnes, alors, je ne suis pas un expert, mais les experts qui participaient ont bien dit en tous les cas que ça aurait, évidemment, c'est un impact, mais ça ne détruirait pas et ça n'empêcherait pas. Enfin, le métier de développeur resterait. Après, sur tout ce qui est tâches routinières, effectivement, ça aura un impact et ces tâches vont disparaître. Par contre, tout ce qui est suivi et finalement les tâches les plus intéressantes du métier de développeur, ça va renforcer cette dimension-là et ça va renforcer peut-être même du coup l'attractivité de ce métier de développeur puisque les tâches routinières pourront disparaître. Et donc en ça aussi, c'est intéressant. Par contre, il y a aussi un gros sujet sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la formation, la pédagogie et comment ces jeunes et futurs professionnels du numérique vont sortir alors qu'ils ont été bercés par l'IA aussi pendant leur formation. Et là, c'est quelque chose qui, évidemment, intéresse beaucoup l'enseignement supérieur, mes établissements de formation, et c'est à l'ordre du jour d'une de mes commissions, on va œuvrer sur ça d'ici la fin d'année, en début prochaine, pour justement voir cet impact en termes de pédagogie, parce qu'effectivement, on n'enseignera pas de la même façon à nos ingénieurs, à nos techniciens, avec l'intelligence artificielle au quotidien. Et cette intelligence artificielle, elle a aussi un vrai impact sur les jeunes filles et les jeunes femmes aussi. On va en parler dans un instant, qui entrent dans ces métiers. La semaine du numérique met l'accent d'ailleurs sur cette diversité des parcours, la lutte contre les stéréotypes, et c'est important. Quels sont justement d'ailleurs, Rémi, aujourd'hui les stéréotypes les plus persistants, ceux que vous rencontrez autour de ces métiers-là et oui, mais c'est pas possible qu'ils soient encore là. Vous venez de l'évoquer, c'est un sujet en soi, c'est que l'informatique, mais plus globalement la technique ou les sciences, c'est pas fait pour les femmes. Et donc c'est quelque chose qui est quand même profondément ancré et qui est véhiculé par le système en fait. C'est pas uniquement au sein des établissements du supérieur ou à l'entreprise que ça se passe, c'est bien en amont, donc c'est au sein parfois de la cellule familiale, mais aussi au sein des classes, parce que c'est un creuset, donc c'est pas l'éducation nationale, mais c'est ce qui se passe au sein des classes, avec aussi les professeurs, qu'il y a ces biais, ces stéréotypes qui arrivent et qui s'ancrent chez nos jeunes filles. Et donc là, il y a évidemment tout un travail à faire auprès d'elles, mais aussi auprès de ces enseignants, pour qu'ils aient conscience de ce qu'ils véhiculent, de ce qu'ils sont aussi, pour essayer de redresser la barre. Il pourrait être peut-être un peu plus neutre et en tous les cas pas casser des vocations et en tous les cas des ambitions pour nos jeunes filles en sciences et plus spécifiquement pour l'informatique. Merci beaucoup Rémi. On va continuer à évoquer tous ces sujets. Ils sont nombreux justement ensemble dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Do ants prefer Coke or Pepsi? This is the perfect experiment because humans pick their favorite off of marketing a lot of the time because we're easily manipulated. But you know who's immune to marketing? That's right, ants. That being said, my prediction is that Coke universally tastes better, regardless if you're a human or a bug. It's crazy to me they're so light that they can walk on top of a droplet of Pepsi and it stays there like it's Jell-O.
not a lot of progress is being made. Okay, now Coke is taking a lead. It seems like they're eating it more than they're drinking it. The ants have spoken. What'd you guys think? This automatic powerless gate works with the weight of your vehicle. The hydraulics delay the gate closure by 15 seconds, giving plenty of time for trailers and floats to go through. Stock can't get in or out unless you want them to. You can, however, open the auto gate safely and with ease whilst on foot without the use of a vehicle. AutoGate is great for entries on slopes as it eliminates accidents caused by runaway vehicles. When you go on holiday, lifting of the lever disengages the outside gate ramp, making the mechanism inoperable and able to be padlocked. The gate can be operated with a left or right opening, allowing for simple installation. AutoGate is an excellent alternative to cattle grids and solar or electric gates. An innovative solution to the parking space problem, part garage, part vending machine. On est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Rémi Ferrand, le délégué général de Talent du numérique. Rémi, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Alexandre, avec vous aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait, c'est vrai, grand bruit dans le monde des médias actuellement. Plusieurs grands journaux ont décidé de quitter X, l'ex-Twitter. Ça surprend autant que ça interroge. Mais ça tombe bien, vous êtes là pour nous expliquer ce qui se passe exactement, Alexandre. Bonjour Philippine. Alors effectivement, c'est un tournant majeur. On a des journaux influents comme The Guardian, l'Avant-Guardian en Espagne et encore plus récemment, Ouest France, dont on parlait juste avant, ont décidé de suspendre leur publication sur X. Leur principale raison à tout ça, c'est qu'ils estiment que la plateforme ne correspond plus à leurs valeurs, notamment en matière de modération de contenu. On parle ici d'une explosion de discours haineux, de fake news et un environnement qui est devenu toxique. C'est une prise de position qui est assez forte en fait à l'encontre de la stratégie de Elon Musk depuis qu'il a racheté cette plateforme. Alors Alexandre, ces critiques sur les réseaux sociaux, notamment sur leur manque de modération, elles sont pourtant pas nouvelles. Pourquoi une telle décision maintenant, selon vous? Oui, vous avez raison. Les réseaux sociaux ont toujours été très critiqué, mais là on a franchi un vrai cap. Depuis l'arrivée de Elon Musk, la modération a été considérablement relâchée. Musk a restauré des comptes bannis pour discours haineux et a réduit les effectifs chargés de sécuriser leur contenu. Les journalistes pointent ici une montée en flèche, comme on l'a dit, des discours et des propos problématiques pour des médias comme Ouest France. Rester sur X reviendrait à cautionner tout cela. Donc ils ont fait un choix clair et ambitieux, celui de leurs valeurs, quitte à perdre en visibilité. Alors justement, en parlant de visibilité, où est-ce qu'ils partent ces journaux? Quelles sont leurs alternatives aujourd'hui? C'est une très bonne question. Pour beaucoup de médias s'exposent de plus en plus à d'autres plateformes. On peut prendre l'exemple de Thread, qui est le réseau social lancé par Meta il y a quelques années maintenant, qui se positionne comme un sérieux concurrent à X. Il offre un environnement beaucoup plus contrôlé et posé, ce qui séduit les journalistes en quête d'un espace beaucoup plus sécurisé. Ensuite, on a Blue Sky, qui est le nouveau réseau social lancé par Jack Dorsey, qui est l'ancien CEO de Twitter, justement, qui est alors lui encore en phase de bêta, mais ça attire une communauté qui est toujours plus grandissante, notamment des journalistes et des créateurs de contenu qui sont en quête d'une alternative décentralisée. Est-ce que malgré tout ces alternatives, elles peuvent vraiment remplacer X? Est-ce que les audiences, par exemple, elles y sont comparables? Pas encore.
mais c'est le défi. X reste aujourd'hui une plateforme qui est dominante sur le marché, ça on le sait, surtout pour l'actualité en temps réel, mais ces alternatives grandissent franchement rapidement. Prenez par exemple Thread, Meta investit énormément pour attirer des nouveaux institutions médiatiques sur la plateforme, et Blue Sky, bien que plus petit, eux font un choix et une approche qui est un peu plus différente, avec une plateforme qui est décentralisée et qui pourrait séduire sur le long terme. C'est pas une transition immédiate. Les gens vont pas passer de X à Blue Sky en une après-midi, mais c'est un signal. Les médias cherchent activement des solutions en remplacement de X. Est-ce que Elon Musk, lui, réagit d'une manière ou d'une autre à ses départs ? Musk reste fidèle à lui-même, arrogant, provocateur et confiant. Il mise davantage sur les créateurs individuels que sur les institutions médiatiques, comme on l'a dit. Il veut transformer X en une plateforme où chacun pourrait poster son contenu et être rémunéré un peu à la manière d'un YouTube ou d'un TikTok. Mais c'est un pari risqué, et s'il perd la confiance des grandes institutions et de ses utilisateurs, je pense que ça pourrait entraîner une spirale assez négative. Est-ce que ça pourrait aussi marquer le début de la fin pour X ? C'est un tournant, ça c'est sûr. Je pense pas que ce soit encore la fin, mais si les départs se multiplient, alors oui, X risque de devenir une plateforme un peu de marginalisée, si on peut dire ça comme ça. C'est ce que certains redoutent. Dans un écosystème des réseaux sociaux qui est en pleine mutation, c'est sûr que les plateformes doivent maintenant prouver qu'elles méritent la confiance de leurs utilisateurs et surtout des médias. Merci beaucoup Alexandre, en tout cas pour ces éclairages, effectivement des départs qui pourraient bien redéfinir les médias, les relations en tout cas entre les médias et les réseaux sociaux, et vous serez là pour continuer à nous en parler au cours des prochaines semaines. Merci à vous Philippine. Merci Alexandre, et puis on lance ensemble la deuxième partie du talk. Allez-y. C'est parti. Deuxième partie du talk tout de suite avec bien sûr Alexandre Azria, notre chroniqueur aujourd'hui, et puis notre invité Rémi Ferrand, délégué général de Talent du numérique. Rémi, selon les prévisions, il y aura 190 000 recrutements dans l'ingénierie informatique d'ici 2030, avec 115 000 créations nettes d'emplois. En gros, il y a des jobs pour les jeunes qui veulent en tout cas s'y engager dans ce domaine, dans ce secteur. Il est crucial donc de combler aussi le déficit de compétences dans le numérique. Quels sont donc, selon vous, les principaux défis pour répondre à cette demande croissante? Et puis, est-ce que quelque part l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure en première partie ensemble tous les trois, ça représente un risque ou une opportunité pour ces métiers? Alors, tout d'abord, parlons de ce chiffre, 190 000 recrutements, 115 000 créations nettes. L'ingénieur en informatique et toutes les composantes finalement des métiers du numérique, l'informatique, c'est le premier emploi en termes de création d'ici 2030. On parle souvent des métiers de l'aide à la personne, de la santé, des professeurs. C'est l'ingénieur en informatique, le premier métier en termes de création d'emplois d'ici 2030. Donc c'est quelque chose de colossal. Et donc ça va poser évidemment des questions en termes d'attractivité, parce que le sujet, encore une fois, c'est l'attractivité, ces fameuses représentations, cette méconnaissance. Donc c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Donc évidemment en allant à la rencontre de ces jeunes et de ces moins jeunes, et ces prescripteurs, mais aussi certainement en retravaillant la communication propre du numérique vis-à-vis de ces populations. Donc on doit faire aussi un pas vers eux pour qu'ils comprennent véritablement qui on est et à quoi on sert. Donc sur l'impact de l'IA, déjà c'est évidemment aussi une opportunité, parce que dans la croissance du numérique, il y a 5 grands sous-segments qui sont en hypercroissance. Il y a la cybersécurité, il y a le cloud, il y a la data et il y a l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc c'est là aussi qu'il y a la croissance, et donc c'est là aussi qu'il y aura de l'emploi. Donc les experts en intelligence artificielle sont très demandés sur le marché. Vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et donc là aussi, il faut faire en sorte que des jeunes, filles ou garçons, peu importe d'où ils viennent, s'intéressent à ces grands mouvements du numérique tels que l'intelligence artificielle, pour qu'ils s'engagent dans des parcours qui sont aussi des parcours souvent exigeants, académiques. Et là, il y a des choix d'orientation qui se font tôt, relativement tôt, puisque on le sait typiquement en matière d'orientation. Si on veut faire un parcours académique vers l'informatique ou le numérique, c'est-à-dire à l'université, en licence ou en BUT, ou en école d'ingénieur avec ou sans prépa, il faut faire des mathématiques typiquement. Donc faire des choix, notamment dans la voie générale, sur les enseignements spécialités, donc mathématiques, et d'autres enseignements spécialités scientifiques. Il y a évidemment numérique et informatique, on le promeut, mais il y a les physiques-chimie et il y a les sciences de l'ingénieur. Donc il y a des choix
important à faire, qu'on recommande bien évidemment. Et ça, c'est aussi de l'information. Donc, évidemment, l'information sur les métiers, mais aussi l'information sur les parcours et aussi l'information en matière d'orientation. Oh là là, vous avez trouvé. Parce que c'est assez structurant, en fait, ces choix-là. Et justement, et j'allais dire, pardon, je vous ai coupé, mais vous avez trouvé une transition toute parfaite, effectivement, toute trouvée sur les parcours, justement. Parce que pour s'engager, pour que les jeunes s'engagent justement dans ces métiers et dans ce secteur, ils ont besoin, vous nous l'avez dit, de se projeter peut-être aussi avec des rôles modèles. Ce pourquoi peut-être vous avez choisi Véronique Torner, une figure, c'est vrai, reconnue du numérique en France, qui est la marraine de cette deuxième édition de la Semaine du numérique. Elle a été nommée femme de l'année dans le domaine du numérique en 2015. Elle préside aujourd'hui Numéum, le premier syndicat professionnel des entreprises du numérique en France. C'était une évidence ? C'était une évidence à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est, comme vous le dites, une femme qui est ingénieure, et c'est une femme qui a entrepris. Parce que si les femmes sont rares dans les métiers du numérique, dans l'entrepreneuriat du numérique, c'est encore plus rare. Je crois qu'on est à 7 ou 8% de femmes start-upeuses, donc c'est peu. Donc c'est par son parcours, évidemment, un modèle. Et évidemment, en plus, c'est une figure du monde de l'entrepreneuriat en France. Et elle a aussi cette capacité à mobiliser Numéum, l'organisation professionnelle des entreprises du numérique. Et il nous faut ce soutien, il faut aussi que les entreprises aient conscience qu'il faut, encore une fois, qu'elles sortent de leur building, qu'elles aillent à la rencontre des gens. Et je sais qu'on peut compter sur elle et Numéum pour faire passer ce message-là et pour mobiliser les entreprises. Et donc, on a d'ailleurs beaucoup plus d'entreprises cette année. Donc, merci à elle, merci à Numéum, mais également merci au SIGREF, parce que s'il y a évidemment des entreprises du numérique, il y a aussi les emplois du numérique dans les autres secteurs qui sont largement représentés par le SIGREF. On retrouve tous les DSI, notamment donc les directeurs des systèmes d'information, donc les professionnels du numérique hors secteur du numérique. Rémi, la France cherche aussi à se positionner comme une grande nation de l'innovation numérique, un défi ambitieux dans un monde qui est de plus en plus compétitif. Est-ce qu'il y a malgré tout des raisons d'y croire ? Oui, bien sûr. Alors, il faut, parce que cet entrepreneuriat, ce monde des startups, il est quand même dynamique en France et encore dynamique. Alors après, il y a des sujets, évidemment, d'inquiétude, peut-être même des nuages. Vous le savez évidemment que nous sommes en période de PLF et PLFSS. Donc, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse. Finance. Voilà. Et il y a des sujets, évidemment, sur tout ce qui est fiscalité des entreprises. Et notamment, on veut toucher aux différents dispositifs de financement d'innovation. Donc ça va de la JEI en passant par donc les jeunes entreprises innovantes jusqu'au crédit impôt recherche et ainsi de suite. Alors j'ai pas mandat pour parler de ça là, mais effectivement ça se complique et en fait c'est surtout un continuum, on sait très bien. Donc si on essaye de toucher sur un des maillons de la chaîne du financement de l'innovation, ça pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de la chaîne. Donc voilà, je sais que Numéum et d'autres d'ailleurs souhaitent qu'on ne touche pas à ces différents dispositifs, qui ont quand même démontré leur utilité en tant que jeune entreprise, avec typiquement le statut de JEI, donc de jeune entreprise innovantes, jusqu'au crédit d'impôt recherche, et voire même jusqu'à l'IP Box, puisqu'on sait très bien que c'est des dispositifs qui sont très utilisés ensuite par nos entreprises. On a parlé des femmes avec justement votre marraine Véronique Torner, on a parlé des entreprises, je voudrais qu'on parle justement des jeunes filles aussi, parce que c'est l'une des cibles prioritaires de cette semaine du numérique qui revient la semaine prochaine, qui reste encore, c'est vrai, les jeunes filles sous-représentées dans les formations et les métiers technologiques, mais malgré tout, vous avez cette vision d'ensemble chez Talents du numérique, et puis un point de vue interne aussi sur le sujet. On en est où sur le sujet justement ? Est-ce que les choses avancent ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'accessibilité pour ces jeunes filles sur les métiers du numérique dans le secteur ? Est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire ? Quel point de vue vous regardez là-dessus aujourd'hui ? Alors, il y a énormément encore à faire, on ne va pas se cacher. C'est un sujet très difficile avec des logiques spécifiques. Donc, le sujet de l'attractivité est compliqué, mais le sujet de l'attractivité du public féminin aussi. Et donc, les chiffres sont assez têtus, ça ne bouge pas ou quasiment pas. On avait fait une enquête auprès de nos adhérents, on est toujours à 19,4% de femmes dans les filières et les parcours de nos établissements de formation. Et ce qui est aussi difficile, c'est qu'avec notamment la réforme de M. Blanquer, on voit très bien que la part des femmes dans les enseignements de spécialité scientifiques sont extrêmement faibles. On a 15,6% de femmes
de lycéennes ayant pris cet enseignement spécialité NSI. Donc quand on part de 15,6, c'est difficile d'imaginer qu'on pourra avoir 20, 25, 30, 35% prochainement. Donc on sait très bien que c'est un temps long, mais il y a quand même des initiatives, et ça c'est extrêmement intéressant, et je pense notamment à Tech pour Toutes, qui est un AMI-CMA, donc un grand mouvement pour lequel il va y avoir notamment des financements, et qui a pour objectif de suivre sur un temps long, du lycée jusqu'à l'insertion professionnelle, et c'est ça qui est intéressant, 20 000 jeunes d'ici, et jeunes femmes d'ici 2029. Et donc là aussi, c'est tout l'écosystème qui se mobilise, notamment derrière la fondation INRIA et l'INRIA. Et là, on va être vraiment dans l'opérationnel, dans le concret, dans l'accompagnement sur du temps long, parce qu'on est sur des sujets éminemment culturels. Et ça, c'est du temps long, en fait. Ça. Et là aussi, deuxième sujet, l'éducation nationale. Et là, oui, aussi, il y a un gros travail à faire, notamment pour que ce travail sur les biais et les stéréotypes que toutes les personnes qui œuvrent au sein de l'éducation nationale peuvent créer et transmettre, alors insu parfois, ou travailler sur ce qui rentre dans l'éducation nationale de ce type-là, avec les équipes et le public scolaire. En tout cas, vous participez justement à cette mobilisation, et ça revient donc la semaine prochaine, du 2 au 7 décembre prochain, la semaine du numérique et des sciences informatiques partout en France. L'idée, c'est de renverser toutes les idées reçues sur ces métiers et de justement créer des vocations autour des métiers du numérique. Merci infiniment. Merci à vous. Rémi Ferrand, je rappelle que vous êtes délégué général de Talents du numérique, et c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir. Merci aussi à notre chroniqueur du jour, Alexandre Adrien, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Plaisir aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours et toujours dès 12h30 et dès demain, on se retrouve toujours sur School TV, toujours dans l'école du futur. Et d'ici là, passez une très bonne journée.